On va là faire un point de focus parce que dans l'expérience collaborateur, il y a un point important, c'est comment on maîtrise son temps. Ça devient un peu de l'or aussi aujourd'hui de savoir comment on maîtrise son temps. Et donc c'est Carole Bénichou de Microsoft qui va nous rejoindre. Merci. Tiens, je te donne la petite zapette. Parce que c'est un vrai sujet, hein, que ce soit qu'on soit DRH ou collaborateur ou manager, peu importe, comment on optimise un peu mieux son temps de travail et sa qualité de vie au travail. Première question, la culture, enfin comment chez Microsoft vous définissez un peu l'expression consacrée de la culture au travail, de la culture du travail? Bonjour à tous. Alors la culture du travail, pour le coup, on a la chance chez Microsoft d'avoir un CEO depuis le 2014 que vous connaissez, qui s'appelle Satya Nadella, qui au moment où il a pris la tête de Microsoft a dit « Non mais en fait, moi je ne suis pas Chief Executive Officer, je suis Culture Executive Officer », ce qui montre bien l'enjeu autour de la transformation, autour de l'accompagnement, et il a mis en place effectivement toute une transformation de la culture de Microsoft autour du fait qu'on doit devenir toutes les entreprises, des entreprises qui sont apprenantes, des entreprises tournées vers le growth mindset, des entreprises tournées vers la transformation et l'agilité en permanente. Et on n'a pas tellement le choix parce que si je vous partage quelques infos... Et ils vont arriver. Si je vous partage quelques infos, en fait, la façon dont on travaille aujourd'hui a changé. On ne travaille plus du tout comme on travaillait, ne serait-ce qu'il y a 20 ans. Aujourd'hui, le temps dédié à la collaboration en entreprise est devenu assez exponentiel. On y reviendra après, plus de 20 heures en meeting par semaine, mais de toute façon, la collaboration, elle se fait sous différentes formes. Elle se fait dans des temps de réunion, elle se fait dans des partages de documents, elle se fait dans la façon de coéditer, de co-travailler, etc. Et c'est le temps le plus important qui aujourd'hui est investi en entreprise pour l'ensemble des collaborateurs. Et puis on travaille d'un peu partout, on travaille du bureau, on travaille en mobilité, on travaille de son train, de chez soi, de n'importe où, de n'importe quel device aussi. Et donc ça aussi, ça induit des comportements qui sont assez différents, d'autant plus qu'on en parle beaucoup, les millennials nous ont rejoints. Et les millennials, aujourd'hui, ils représentent 50% des personnes en entreprise, des collaborateurs en entreprise. On dit que finalement, très rapidement, ils arriveront à un taux de 75% et ils ne travaillent pas forcément, comme moi, j'ai appris à travailler quand j'ai rejoint le monde du travail il y a à peu près une vingtaine d'années. Alors on va dire, voilà, j'ai entre 40 et 50, et donc beaucoup des personnes qui ont mon âge aujourd'hui sont arrivées avec la culture de l'email. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, ce qu'on observe tous, c'est que finalement, les millennials, quand ils arrivent et qu'on les met devant un email, ils disent « Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi tant de haine ? C'est pas comme ça que je travaille. » Ils ont été éduqués autour des chats, autour des réseaux sociaux. C'est ça qui les biberonne toute la journée. Et donc, du coup, ils ont une culture du travail et des outils collaboratifs qui n'est pas la même que celle de leurs aînés. Et ça, on doit aussi s'adapter à ces attentes et ces besoins qui correspondent aussi à cette façon de travailler en collaboration. On ne travaille plus seul, assis, devant son ordinateur, dans son bureau. C'est plus la façon dont on travaille aujourd'hui. Et ça change énormément de choses. Et en même temps, on est dans un monde où on est sursollicité en permanence. La petite slide d'après le montre bien. On est sursollicité en permanence. On a tous le même nombre de minutes. Le 1440, vous l'aurez compris, c'est le nombre de minutes. On a tous le même nombre de minutes à investir dans notre journée. Mais comment est-ce qu'on l'investit ? Si je vous pose la question ici, est-ce que vous êtes capable de me dire, dans une semaine moyenne, dans une journée moyenne, combien de temps vous passez à faire des mails, combien de temps vous passez à faire des réunions ? C'est pas forcément simple d'être capable de répondre à cette question, et encore plus sur le long cours. Et combien de temps on passe à chercher un document aussi, tu en parlais. Et combien de temps on passe à chercher un document ? Alors je pense que c'est le truc qui fait le plus peur. On dit aujourd'hui que 20% du temps de travail des collaborateurs est finalement investi dans le fait de trouver la bonne information au bon moment, au moment où il en a besoin. C'est 1 jour par semaine. C'est un cauchemar. La personne qui était là juste avant moi parlait effectivement de la connexion de l'ensemble des informations à l'intérieur en fait, de la base de données des collaborateurs. Aujourd'hui, on est conscient de cette problématique et c'est pour ça qu'on y reviendra après. Il y a un outil qu'on a créé qu'on appelle le Microsoft Graph. Et l'idée derrière ce Microsoft Graph, qui finalement, au travers des API, des différentes solutions, va connecter l'ensemble des informations autour du collaborateur. On peut penser au Microsoft Graph comme une base de données géante qui va regrouper tous les collaborateurs, mais aussi toutes les interactions entre les collaborateurs. C'est-à-dire que ça va avoir une vue de mon réseau
interne, des personnes avec lesquelles j'interagis, des documents que je partage un petit peu avec tout le monde. La première question que j'ai, Vas-y. point de vigilance. Est-ce qu'on a besoin de demander l'autorisation aux collaborateurs pour être traqués et suivis de telle sorte? Comment ça se passe quand vous intégrez votre solution? Alors, on y vient. Donc, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a ce que l'administrateur de l'entreprise va décider de mettre en place ou non. Parce que là, on est en train de parler des outils qui vont utiliser l'intelligence artificielle à l'intérieur des solutions qui sont disponibles. Et donc, effectivement, il y a des groupes aujourd'hui qui disent « moi, je veux » ou « je ne veux pas ». Et après, il y a différentes solutions d'intelligence artificielle sur lesquelles on va revenir. Certaines qui peuvent interroger davantage l'utilisateur final pour dire « mais est-ce que je veux y aller ? Quel impact ça va avoir vraiment sur la protection de mes informations et de ma vie privée ?» Alors, on va y revenir. Il y a plusieurs problématiques dans tout ça. Et tu me poses cette question, je le sais, parce que je vais parler d'un outil qui s'appelle MyAnalytics. Et MyAnalytics, c'est un outil qui aujourd'hui est un add-in d'Outlook et qui ne va pas chercher une information qui n'existe pas, elle va simplement utiliser une information qui est dans l'ensemble de vos PC sur Outlook et Exchange, qui va utiliser en fait les informations relatives à votre calendrier et les informations relatives à vos emails. Cet outil-là, pour répondre à ta question, Caroline, va soit demander l'autorisation aux collaborateurs d'accéder aux informations, soit demander l'autorisation à l'administrateur d'ouvrir le service aux collaborateurs. In fine, le collaborateur aura toujours la possibilité de dire « non, moi je ne veux pas, je sors ». Alors un point qui est quand même vraiment fondamental dans tout ça, c'est que dans ce Microsoft Graph, dans cette intelligence artificielle, donc on a la possibilité de l'utiliser ou non, mais surtout, l'information qui nous appartient, qui nous caractérise, ne nous appartient qu'à nous. Elle n'est visible de personne d'autre que nous. Quand je cherche, grâce au graphe, en fait, j'ai la possibilité dans le moteur de recherche de dire, non mais en fait, je sais que Diana, là, qui est juste là dans la salle, Diana m'a partagé un document il y a quelques semaines, et je me souviens que c'est Diana qui me l'a envoyé, mais je me souviens plus si elle m'avait envoyé un email, un truc dans un chat, ou si finalement elle l'avait posté sur le réseau social. J'ai pas besoin de me souvenir de ça, j'ai juste besoin de me souvenir que c'était vaguement Diana, donc je peux mettre Diana, et puis je peux mettre un mot-clé de la présentation, et je vais retrouver la présentation sans avoir à me poser la question de savoir où elle se trouve. Parce que Diana, effectivement, a activé, et moi aussi, les informations qui sont liées à cette recherche intelligente à l'intérieur de cette base de données alimentée par le Microsoft Graph. Mais ça sert aussi à d'autres choses, on le voit ici, il y a des chiffres qui font peur, hein. Quand on dit qu'on a en moyenne 3 minutes ininterrompu d'affilée, mais que c'est le temps moyen ininterrompu d'affilée dans lequel on n'a pas une notification de son PC, de son smartphone ou je ne sais quoi, c'est pas très long. Mais c'est aussi, on regarde ses mails en permanence, on a 47% de temps de meeting considéré comme improductif. Bon, ça laisse un petit peu sans voix et on se dit que forcément, il y a la place pour essayer d'aller faire quelque chose. Et au moins diagnostiquer déjà et se dire est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on diminue le temps de réunion et on les fait plus efficaces. C'est exactement ça. Le premier principe, c'est la prise de conscience. Comment est-ce qu'on aide aujourd'hui le collaborateur à avoir des insights, des informations qui vont lui être données pour qu'il soit en capacité déjà d'avoir cette première prise de conscience et de dire non, ça ne me va pas. Et non, je veux agir. Et puis après, l'outil, effectivement, s'il dit bah non, mais je veux agir, ou en tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans, sera en capacité de pouvoir s'adapter par rapport aux besoins que lui donne le collaborateur. Donc le collaborateur va définir ah ben voilà, moi je considère que mes plages horaires de travail, elles sont de telle heure à telle heure. C'est à 9h, 18h, très bien. Ça veut dire que l'outil va considérer que tout ce qui se passe après 18h, c'est de la consommation de temps hors travail. Et donc, quand je vais regarder mes statistiques au fil du temps, ben, je saurai que cette semaine, j'ai fait 10 heures de hors-travail. Ouh, pas bien. Mais l'outil va aussi vous permettre énormément de choses. Je vais vous partager un peu quelques infos, ça on l'a évoqué. Donc, vous l'avez compris, en fait, l'idée, je l'ai évoqué avec une personne juste avant le début de ce talk aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire, on aimerait tous avoir un assistant personnel qui soit là un petit peu pour nous coacher en permanence ou pour nous rappeler à l'ordre en permanence, pour nous dire non mais là tu dérapes,
là ça va pas. Là, tu es en train finalement de te retrouver dans une situation où tu as trop d'heures de meeting et surtout, tu n'as plus le temps nécessaire de faire ce que tu dois faire. C'est-à-dire que si on considère à un moment qu'on a besoin de temps pour se poser et réfléchir, qui est ce que toutes les études aujourd'hui des neurologues disent, on a besoin de se poser. Et on considère d'ailleurs qu'un intervalle de temps minimum pour pouvoir réfléchir à un sujet de fond est constitué de 2 heures consécutives non interrompues. Si on ne les prévoit pas, en tout cas pour bon nombre de personnes à l'intérieur des organisations aujourd'hui, si ces heures de travail ininterrompues ne sont pas anticipées, elles n'ont aucune chance de pouvoir arriver parce qu'on fait tous face à un phénomène de réunionnite aiguë. Et donc elles s'anticipent, mais ça veut dire que demain vous aurez des outils qui vous diront mais attention, tu vas sortir des clous, ou tu vas pouvoir aussi avoir des outils qui vont te permettre d'optimiser la façon dont tu travailles. Définir le cercle des personnes qui sont les plus importantes avec lesquelles j'interagis aujourd'hui. On a tous un peu le stress aujourd'hui dans ce monde de surinformation, de se dire non mais là, est-ce que je suis sûre de ne pas avoir raté un message de ma boss quelque part? Et donc, si je définis qui sont les personnes les plus importantes pour moi dans l'organisation, dont je ne veux absolument rien rater, je vais définir cette liste de personnes. Et puis, quand je me connecte à ma boîte mail, je vais avoir un système d'information et de pop-up qui va me dire « Tu t'étais engagé à envoyer ce truc-là pour Laurence. À Laurence, tu l'as fait ?» Je peux cliquer « C'est bon, merci » ou je peux prendre le mail, ouvrir le mail et regarder effectivement et répondre à ce moment-là, ou bien alors regarder la liste des mails ou des communications que j'ai reçues des personnes qui sont importantes que je n'ai pas encore lues, par exemple. Mais c'est tous ces systèmes-là qui effectivement se mettent en place automatiquement. Donc ça fait diagnostic, assistant, coach, et on peut préparamétrer pas mal d'éléments en fonction de comment on veut organiser son temps de travail. C'est exactement ça. On va pouvoir effectivement... Je vais passer vite sur tout ça. Je vous ai expliqué comment ça marche. Ça, c'est le point sur la privacy. Je tiens vraiment à insister sur ce sujet-là parce que privacy, c'est vraiment clé. Microsoft est une entreprise américaine. Effectivement, elle a la possibilité d'avoir énormément d'informations parce qu'au travers de la base des utilisateurs d'Office 365, par exemple, et d'Exchange, forcément, on a une base de données qui va être colossale. Néanmoins, on est parfaitement conscient que ces informations, elles sont privées, jamais on ne rentrerait dans ces informations, et on est là plutôt pour mettre chacun en capacité de pouvoir les utiliser, parce que brut, ça vous aidera pas beaucoup. Par contre, traiter de la bonne façon et pousser au bon moment pour vous, elles peuvent vous permettre de prendre les bonnes décisions. Mais c'est fondamental, gardez ça en tête. Vous seul avez accès à ces informations-là et vous avez la possibilité de le débrancher à tout moment. Et je voulais vous montrer quelques points sur qu'est-ce qu'on vous montre finalement sur ces écrans quand vous êtes dans un Outlook, par exemple. Vous allez pouvoir avoir des petits tableaux comme cela. Donc, soit vous êtes dans Outlook, vous l'ouvrez à droite, soit vous allez sur votre dashboard et vous allez avoir des informations qui vont vous dire, aujourd'hui, cette semaine, tu as passé 18 heures de 18 heures en réunion. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Est-ce que c'est en ligne avec ce que je m'étais fixé ou pas? Ça permet effectivement aux collaborateurs de pouvoir se jauger par rapport à ça, mais aussi de pouvoir regarder l'évaluation dans le temps. Si je m'aperçois qu'en fait, ma pente sur le temps en réunion est comme ça, ou que le temps à aller traiter des emails est comme ça, forcément, j'aurai quelques questions à me poser. Et puis, la question des meetings. Alors celle-là, on l'aime beaucoup. La question des meetings, donc si vous vous rappelez du chiffre de tout à l'heure, je crois que c'était 47% des meetings qui sont jugés comme inefficaces aujourd'hui. Mais comment on fait pour savoir si un meeting est efficace ou non? Eh bien, l'outil va vous aider à définir ce que vous faites pendant les meetings. Si vous avez des meetings qui sont récurrents dans votre agenda, vous savez, ceux qui sont là et qui fleurissent toutes les semaines ou tous les mois, etc., qui sont des meetings récurrents, mais qu'en fait, pendant ces meetings récurrents qui occupent, j'en sais rien, une plage horaire qui va être parfois, surtout quand c'est récurrent, souvent ça a la fâcheuse habitude d'être long, et qu'en fait l'outil va vous dire, mais tu fais des mails pendant que tu es dans cette réunion. Systématiquement, quand tu es dans cette réunion, tu fais plus de 4 mails par heure. Est-ce que c'est vraiment la réunion la plus efficace pour toi?
Et sur la base de ces insights, on va pouvoir prendre des décisions. On va aussi pouvoir, quand tout le monde, parce que même si c'est un outil individuel, au bout d'un moment, les petits s'additionnent et on peut mettre en place des nouvelles règles et des nouvelles bonnes pratiques à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut se dire, en fait, à partir de maintenant, le temps standard de réunion, c'est plus 1 heure, c'est 45 minutes. Chose qu'on a mise en place, nous, chez Microsoft, en tout cas dans mon équipe. Mais on peut aussi se dire, est-ce que j'ai vraiment intérêt à aller à ce meeting toutes les semaines ou tous les 15 jours? Est-ce qu'une fois par mois me suffirait? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir des agendas qui sont plus spécifiques à l'intérieur des meeting requests pour s'assurer justement que n'y vont que ceux qui ont besoin d'y être, etc., etc. C'était le point sur les meeting quality. Alors, il y a eu toute une étude qui a été faite par HBR, pour le coup, sur le sujet. Alors, je ne vous cache pas que cet outil de My Analytics et un autre dont je vous parlerai après, Workplace Analytics, ont fait couler énormément d'encre. Parce que ça interroge quand même beaucoup de gens sur comment est-ce qu'on va pouvoir travailler demain, comment est-ce qu'on va pouvoir être accompagné, et aussi sur cette question du temps de meeting qui aujourd'hui est un peu la bête noire des exécutifs et des managers d'une manière générale, puisque certains disent même que ça les empêche de faire leur travail correctement. C'est-à-dire qu'ils rentrent le soir et ils se disent bon maintenant on va vraiment travailler parce qu'on a passé la journée en réunion. Alors, make time for what's important. C'est ce que je vous disais justement tout à l'heure sur cette notion de focus time, de temps, de tranches de 2 heures d'affilée dans lesquelles on va vraiment pouvoir se poser. Et on le sait, c'est indispensable, mais on sait aussi qu'il va y avoir des semaines où on n'y arrive pas, et avoir cette espèce de rappel où vous êtes en train, vous ou votre assistante vont être en train en fait, d'accepter des réunions, d'accepter des rendez-vous. Et en fait, le système va automatiquement lever un drapeau. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous aurez défini, soit vous n'avez rien défini et il va vous dire, là, tu n'as même plus une tranche de 2 heures dans ton agenda pour la semaine prochaine. Je tiens à te le dire. Donc, soit tu le fais maintenant, soit tu n'en auras plus très très vite. Et puis sinon, si vous avez défini un objectif, si vous êtes dit, non mais moi je veux absolument avoir 2 heures par jour dans lesquelles je me pose et je pense, ou un certain nombre d'heures sur la semaine, l'outil va automatiquement anticiper au fur et à mesure des demandes de réunion, quand il va s'apercevoir que ça dérape, il va vous tenir au courant, il va vous demander de faire des choix. What I love about this. Oups, j'ai peut-être passé, elle est longue, mais je vous l'enverrai, la présentation. Personal time, j'aime beaucoup. On parlait tout à l'heure, on parlait du fait qu'on peut définir ses plages horaires de travail, et en fait, c'est quelque chose qui est très personnel. On travaille de plus en plus en mobilité, mais aussi on travaille, quand on parle de qualité de vie au travail, où on a tous mis en place des démarches pour justement essayer d'accompagner les collaborateurs, remettre de la qualité de vie au travail. Et ça passe aussi par comment est-ce que l'environnement, les conditions de travail, mais aussi le travail en mobilité, la possibilité de pouvoir travailler de chez soi, etc. Donc les frontières entre vie pro et vie perso ont quand même beaucoup changé par rapport à ce que ça pouvait être il y a quelques années. Et donc aujourd'hui, on aménage un peu son temps de travail avec beaucoup de flexibilité, et parfois on mélange un peu les deux. Je fais un peu de perso au bureau et du pro à la maison. Mais on a besoin quand même de savoir comment est-ce que nous, ça nous impacte sur la base de nos critères qui ont été définis, mais comment est-ce qu'on impacte les autres? Parce que c'est pas parce que moi j'ai décidé qu'en fait, je voulais passer du temps avec mes enfants entre 18h et 21h, que quand j'envoie des mails à 22h30, je ne suis pas en train de polluer mes collaborateurs. Et en fait, ce que va vous dire l'outil, par exemple, c'est qu'il va vous dire, tu as envoyé un mail à 22h30, ça te regarde. Mais en fait, la personne l'a ouvert dans les 30 minutes, ou elle l'a ouvert dans l'heure. Donc, tu as eu un impact sur la tranche de vie personnelle d'un collaborateur ou d'une autre personne à l'intérieur de l'entreprise. Et ça aussi, ça permet à un moment à une personne de se rendre compte, quand il va sur son dashboard, de dire « j'ai eu un impact, quelle est ma trace à moi sur l'impact du temps passé de l'ensemble de l'organisation ou des collaborateurs que j'ai pu impacter au travers des communications que j'ai choisi d'avoir ». Le point qui est important aussi, c'est qu'une fois qu'on a tout ça, une fois qu'on décide effectivement de se lancer dans cet outil, d'avoir ces informations, cette prise de conscience et de définir une volonté d'agir, on va pouvoir définir les objectifs qu'on va vouloir se donner. Est-ce que justement, je trouve que j'ai pas assez de temps pour avancer sur les sujets de fond, et puis je vais me définir un objectif là-dessus? Est-ce que je veux passer moins de temps à faire mes mails? Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, c'est un peu une blague chez Microsoft. Je crois que j'ai 32 000 emails non lus.
Donc pour moi, cet outil est un sauveur parce que ça me permet de m'assurer que parmi la liste des personnes que j'ai définies comme importantes, je ne passe pas non plus complètement à côté des sujets hyper importants. Réduire aussi les temps des meetings ou réduire le nombre de meetings auxquels on va aller participer. Donc ça fait partie de tout ce qu'on peut s'assigner à soi-même en tant qu'objectif. Ça peut même donner la possibilité finalement aux collaborateurs, parce qu'on a aujourd'hui dans la législation française l'obligation de faire cet entretien de charge de travail, entretien annuel, que vous connaissez certainement encore mieux que moi. Et aujourd'hui, quand le collaborateur arrive là, il n'a pas forcément les bons outils pour répondre à ces questions-là. C'est pas évident finalement de savoir, ok, comment est-ce que j'évalue ma charge de travail. Un outil comme celui-là aide aussi le collaborateur à dire non mais là il y a un problème, il faut qu'on mette en place un plan d'action parce que quand je regarde l'évolution de ce qui se passe, ça convient pas ou ça me va pas, il faut redéfinir un petit peu le contrat entre nous. Mais ça reste un travail individuel, à charge du collaborateur de le faire ou pas, hein, c'est ça? Tout à fait. Un travail individuel. Le manager peut lui dire, est-ce que tu sais que tu as cet outil? Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait t'aider quand il voit effectivement un collaborateur qui est en surcharge. Ou, en tout cas, ça permet, si vous voulez, d'avoir des actions qui sont anticipées, plutôt que de gérer le a posteriori et de dire... où là, on a un nombre de burn-out qui est en train d'augmenter, où on voit une certaine dissatisfaction ou une baisse dans les enquêtes annuelles de la satisfaction sur l'équilibre et la qualité de vie au travail de nos collaborateurs. Comment est-ce qu'on agit? Donc, ça reste individuel, mais il y a la possibilité de pouvoir encourager, accompagner. Et tu voulais donc nous dire quelques mots sur Workplace Analytics pour terminer? Exactement. Alors, il me reste quoi? 3 minutes, 5? Ouais, 3. Alors, simplement pour vous dire que la déclinaison de cet outil dont je vous ai parlé aujourd'hui, qui s'appelle My Analytics, et qui existe en fait pour tous les utilisateurs d'Office 365, quel que soit le niveau de souscription que vous avez. Aujourd'hui, vous avez tous accès, si vous êtes sur Office 365, à cet outil de My Analytics. Il a un pendant. Le premier est un outil individuel, comme le rappelait Caroline. Il a un pendant qui est un pendant organisationnel, je dirais même plutôt comité exécutif. L'outil qui s'appelle Workplace Analytics, donc vous imaginez l'ensemble des informations dont on a parlé juste avant qui sont disponibles, dans lesquelles vous avez la possibilité d'aller injecter des données additionnelles de l'entreprise. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être aller injecter les données organisationnelles, par exemple. Mais c'est aussi aller injecter des données sur la localisation des employés, sur les résultats de performance, etc. Mais tout ça étant injecté dans l'outil, mais impossible de redescendre au niveau individuel, bien sûr. La plus petite unité, c'est quoi? C'est le service, le département? La plus petite unité, alors c'est à la main de l'administrateur. L'administrateur de l'entreprise n'aura jamais la capacité de descendre en dessous d'un groupe de 5. Mais il peut tout à fait décider de ne jamais descendre en dessous d'un groupe de 10. Ça dépend aussi de la taille des structures et de l'organisation. Mais ça permet... Je crois que c'est Safran qui l'évoquait tout à l'heure dans son intervention. Si vous êtes dans une problématique où vous avez fait un rachat d'entreprise, et d'ailleurs c'est comme ça en fait que Microsoft en est arrivé à concevoir cet outil, c'est que Microsoft fait régulièrement l'acquisition d'entreprises et on avait cette problématique de se dire, quand on intègre des gens, on a envie qu'effectivement ils rentrent le plus vite possible dans l'interaction avec les autres collaborateurs, qu'on ait la capacité de pouvoir les accompagner et de faire en sorte que cette nouvelle acquisition, vous savez, on a eu LinkedIn, on a énormément de startups qui rejoignent la boîte, comment est-ce qu'on fait pour que les personnes soient intégrées, onboardées, inclus finalement dans un réseau de collaborateurs au moment où ils arrivent. Et on sait aussi que finalement, il y a un indicateur de succès qui est extrêmement fort et extrêmement corrélé, qui dit plus vite ils sont intégrés, plus l'impact, plus la réussite finalement de ce rachat sera prometteur. Mais on ne savait pas le mesurer. Et donc on a mis en place cet outil pour suivre les interactions entre les différentes divisions. Ça peut donner lieu à plein de choses. Donc, dans le cas d'une fusion-acquisition, ça sert à ça, mais ça peut aussi déterminer, dans le cas du déménagement d'un siège social, par exemple, de se dire, mais où je mets quelle équipe? Utiliser un outil comme celui-là va permettre de savoir quelles sont les personnes qui collaborent le plus ensemble et avec quel groupe de personnes. Et en fait, ça peut permettre de dire, tiens, je vais rapprocher le marketing de telle entité et
accentuer encore les occasions de collaboration et d'échange, puisqu'on sait que la proximité physique est un facteur qui permet d'augmenter l'opportunité des échanges et l'innovation lorsque les gens ont l'occasion de pouvoir se rencontrer physiquement. Donc c'est ce type de choses que vont permettre un outil comme My Analytics, en vraiment 2 mots. Bon, merci beaucoup, parce qu'après, sinon on va dépasser. Il n'y a pas de problème. Merci.